deuxième table ronde de ce festival. Et je vais commencer comme pour la première par dire que cette année, c'est les 130 ans de la CGT et c'est les 130 ans du cinéma également. Et pendant ces 130 années de lutte de la CGT, donc des luttes pour la démocratie, pour les droits sociaux, pour les libertés syndicales, la CGT a été portée par des valeurs de paix, de solidarité entre les travailleurs, travailleuses, et ça au-delà des frontières. Vas-y, installe-toi. Merci. Donc porté par des valeurs de paix et de solidarité au-delà des frontières, et également par une lutte incessante contre l'extrême droite. Voilà, donc c'est vrai que on l'évoquera tout à l'heure un peu plus longuement. Et pour revenir pour se concentrer sur les périodes un peu plus récentes, il y a un peu moins d'un an, alors que les élections européennes ont placé, ont donné trop de voix à l'extrême droite un peu partout et au Rassemblement national en France, Macron décide de la dissolution de l'Assemblée et donc nous jette en pâture au Rassemblement national en le mettant aux forces du pouvoir. Et à ce moment-là, on a éprouvé quand même un soulagement énorme au résultat des élections législatives. On a pu constater que l'union à gauche et un travail acharné sur le terrain auquel la CGT a largement participé, elle a été très claire dans ses positions à ce moment-là. Donc ça a permis de déjouer cette opération dangereuse. Et voilà, donc c'était déjà un premier soulagement, mais on constate que les dirigeants et dirigeantes d'extrême droite sont beaucoup trop nombreux et nombreuses partout et trop puissantes. Et voilà, donc, et puis il y a les élections qui arrivent en France également, donc les municipales en 2026 et les présidentielles en 2027, et ce qui va nous demander d'être particulièrement vigilantes. Voilà, donc on a à la fois, on a conscience que la tâche est énorme, qu'on a une responsabilité immense pour lutter contre l'extrême droite et ses idées donc, qui sont à la fois réactionnaires, régressistes, machistes, racistes, je sais même plus tellement il y en a, contre les LGBT, contre la culture aussi celle qu'on souhaite et qu'on défend. Et donc on sait aussi qu'il faut lutter particulièrement pour dénoncer les mensonges et les fausses informations propagées par l'extrême droite dans beaucoup de médias en fait qui sont détenus par quelques milliardaires. On sait qu'il faut qu'on continue à réfléchir et à débattre de nos services publics et de leur financement. Là, il y a en cours donc la mobilisation que j'ai évoquée quelques fois pendant ce festival de cultures en lutte, et on sait on essaie de mettre en place des conférences régionales sur les services publics pour que les personnes qui travaillent dans le secteur puissent donner leur avis et leur mot à dire sur ces services publics et ce qu'on souhaite comme service public de l'art, de la culture, du spectacle, de l'audiovisuel, pour que ça nous permette de développer une culture et une information qui soient indépendantes, qui permettent de faire plaisir quand même au public, mais aussi d'éduquer, d'émanciper, d'être tout ça accessible au plus grand nombre. Et
et voilà, et donc de permettre d'avoir une culture qui nous permette aussi de transmettre fidèlement nos savoirs, peut-être d'avoir des récits qui soient qui racontent notre histoire de manière fidèle et c'est celle de nos engagements par exemple. Et une culture qui est des informations aussi qui aborde tous les sujets sans formatage. Ça, c'est des choses dont on a déjà parlé entre nous à plusieurs reprises et pendant ce festival également. Et voilà, il y a une culture et une information aussi qui permettent de communiquer largement et durablement des témoignages poignants comme celui de la photojournaliste palestinienne Fatma Assouna, qui donc a été tuée dans une frappe de l'armée israélienne le 16 avril et qui est l'héroïne d'un film d'une réalisatrice franco-iranienne qui est sélectionnée à l'ACID pendant ce festival. Et donc, ce qui permet de dénoncer également les assassinats des 200 journalistes et professionnels des médias depuis octobre 2023. Donc, ce sont des personnes qui ont décidé malgré tous les dangers, de continuer à documenter, à informer sur les massacres de civils en Palestine. Et voilà, donc c'est une culture qui permet d'aborder tout ça et surtout de ne pas déformer dans la durée et de continuer à en parler au-delà de l'actualité. Donc il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit fort et forte par rapport à l'international d'extrême droite qui est très puissante, et on voit qu'il y a des dirigeants et dirigeantes, comme je le disais tout à l'heure, partout dans le monde. Et la culture a particulièrement sa place dans cette lutte, puisque c'est un des secteurs qui est attaqué en premier. Ça, on l'a vu, on le voit dans pas mal de pays où l'extrême droite est au pouvoir, et également dans des collectivités territoriales en France. On a eu un exemple assez récemment à Hénin-Beaumont où le théâtre, l'asso qui gérait le théâtre a été éjecté et donc le théâtre repris en main pris par la mairie Rassemblement National. Voilà, et c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu juste avant. On a eu une première table ronde là, après la projection de la paga de Ciro Duran. Et donc c'est les personnes de sa famille et qui travaillent également. Donc le film est colombien, vénézuélien, mais il y a une partie des intervenantes qui travaillent en Argentine, qui vit et travaille en Argentine, et qui nous parlait de ce qui se passe pour l'audiovisuel et le cinéma en Argentine depuis que Milei est arrivé au pouvoir, et donc de la situation catastrophique. Et voilà, donc ce qui fait que confirmer ces constats qu'on a, voilà, les constats et témoignages de personnes qu'on a déjà pu faire et entendre. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va parler plus spécifiquement des racines antifascistes du festival et des menaces de l'extrême droite aujourd'hui par rapport à la culture, et voir ce qu'on a nous dans nos secteurs pour lutter. C'est les outils qu'on peut développer, et ce qu'on peut imaginer mettre en place. Et donc il y a Tanguy qui va intervenir, qui est, je te présente comme sur historien. Donc tu te présentes. Voilà. Donc là c'était Salomé Gaddafi. Salomé Gaddafi. Ouais. Bravo. Qui a écrit également Tapis rouge et lutte des classes, oui, qui a beaucoup bossé sur les syndicats et le cinéma militant. Il y aura Louise Rocabert, qui est déléguée générale adjointe du SPIAC, le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma. Et Gilles Perret, qui est réalisateur.
et qui a réalisé entre autres la sociale qui repose sur la Sécu, et d'ailleurs c'est également l'anniversaire de la Sécu, les 80 ans, et également de la ferme des Bertrands qui a eu le César de film documentaire cette année. Et je le précise parce que je vais mentionner le discours tout à l'heure. Voilà. Est-ce que Tanguy, tu veux commencer sur... Tu disais, la nécessité de se mobiliser, les outils qu'on pouvait avoir, je rajouterais aussi, tu as très bien dit sur la formation, je rajouterais aussi l'histoire. L'histoire qu'on ne soumet pas, qui n'est pas un art propagandiste, qui a sa propre méthode, sa propre discipline. Je vais revenir sur le livre que j'ai écrit, Tapis rouge et lutte des classes, une autre histoire du Festival de Cannes, avec deux angles, mais c'est aussi les deux angles du livre, sur à la fois les origines antifascistes et populaires du Festival de Cannes, qu'il faut rappeler à mon avis. Et c'est une histoire assez complexe en fait, que je vais essayer de dire simplement, puisque quand le Festival de Cannes a été créé et pensé en 1939, on peut vraiment le ranger dans l'antifascisme, mais il n'est pas réellement populaire à cette époque-là. Le côté populaire vient de l'après-guerre, et on pourra voir quand ça se mêle, quand ça se sépare, pourquoi le peuple est à ce point et les syndicats de plus en plus écartés de ce festival dont ils sont à l'origine. Donc voilà, on va travailler sur ces effacements mémoriaux en sachant que c'est pas inéluctable, puisque on est des militants et l'histoire ne se répète pas non plus, ne se répète pas et n'a pas qu'une seule ligne. Pour dire vite, l'exclusion de cette mémoire syndicale et des classes populaires du Festival de Cannes se fait très vite pendant la guerre froide. Dès 1948, on a oublié la part ouvrière, sur laquelle je reviendrai. Après, il y a l'élan de 1968, il y a les années 68 qui vont au contraire redémocratiser le festival. C'est pour dire qu'il y a des temps historiques différents et que ça peut nous servir de leçon. Pour les origines antifascistes, là je vais beaucoup m'appuyer sur Olivier Loub, qui était venu en 2017 avec nous, qui est historien. Il était temps qu'on se penche sur les origines du festival de 1939. Il a travaillé sur archives à la Cinémathèque française, où sont déposées les archives du festival, et là, et dans les ministères. Là, on voit clairement le rôle déterminant de Jean Zay, ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts. Il n'y a pas de ministre de la Culture sur le Front populaire, ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts dès 1936, et qui reste au gouvernement jusqu'à fin 1939. Donc c'est un jeune ministre brillant, il est lui né en 1905, c'est un jeune ministre qui va symboliser le Front populaire parce qu'il a fait pour la création du CNRS, il y participe, l'allongement de la scolarité, les bibliothèques pour tous, participe donc grandement à la naissance du Festival de Cannes en réaction à la mainmise des fascistes sur le Festival de Venise. Le Festival de Venise a été créé au début des années 30. Il n'est pas spécifiquement fasciste à ses origines. Mussolini le laisse tranquille. Il y a une espèce de bulle autonome, croit-on, de la culture pendant quelques années. C'est un festival mondain et important, européen, de dimension européenne, plus européenne que mondiale, au sein duquel les Français ont leur habitude. Il y a beaucoup de cinéastes qui viennent à Venise et qui sont récompensés. Les choses se corsent au moment où Mussolini durcit ce régime, ça a toujours été dictature, mais il se raidit de plus en plus. Par exemple, contrairement aux nazis allemands, il n'y a pas une dimension antisémite chez les fascistes italiens. Ils s'y rangent après sous pression des nazis. Et puis, Von Ribbentrop, les Goebbels vont venir à Venise, vont intervenir directement sur le palmarès. Ça, on le sait, et c'est ça qui ferait réagir Jean Zay, c'est-à-dire que le chef-d'œuvre de Jean Renoir, La Grande Illusion, n'obtient pas le plus grand prix sur intervention directe de Mussolini, dont le fils fait du cinéma. Pour les fascistes, le cinéma est important, ils s'en servent comme art propagandiste. Il donne au contraire 2 grands prix, un qui a la gloire d'un pilote italien fasciste et qui va conquérir l'Éthiopie, donc une vision coloniale aussi. Et l'autre, c'est le film de Leni Riefenstahl, Les Dieux du Stade, qui est clairement un film nazi. Leni Riefenstahl partira toute sa vie, essayera de dire que non, elle n'était pas nazie, que non. Le financement de son film est gigantesque et vient directement du régime nazi. Donc, et voilà. Et même l'esthétique, je ne vais pas revenir sur ça, et c'est clairement un film nazi, très bien fait, on peut dire, de manière considérable, une esthétique très forte, mais néanmoins, c'est un film nazi.
En plus, on lui donne le Grand Prix, contrairement au protocole. On peut toujours détourner, ça peut nous servir, les protocoles et les règlements. On lui donne le Grand Prix parce que c'est un documentaire, normalement on ne devait récompenser que des fictions. Ça fait beaucoup pour Jean Zay. Lui est le plus lucide au sein du gouvernement comme antifasciste. Il faut savoir que le gouvernement du Front Populaire, dont on garde un souvenir radieux, et c'est nécessaire, il était lui-même victime de divisions, de tensions et d'attaques, et qu'il n'a pas duré longtemps. Il y a un premier gouvernement Blum en 1936 qui dure 1 an, et Blum revient de manière éphémère en 1938 au pouvoir pendant 1 mois, et en fait il démissionne. Il ne se retrouve plus à cette tête de ce gouvernement que les radicaux. Et les radicaux socialistes, ils sont divisés. Il y a une aile gauche, l'on peut dire, incarnée par Jean Zay, qui lui est clairement antifasciste, et une aile droite, si ce n'est d'extrême droite, qui est prête à toutes les compromissions. Bonnet va accueillir Van Ribbentrop à Paris en 1938, juste après les grandes grèves de 1938 où la CGT a été grandement affaiblie. Donc vous voyez le nœud de contradiction au sein de ce propre gouvernement. C'est-à-dire qu'au sein du gouvernement, pourtant issus du Front Populaire pour certains, et au sein de ces radicaux, il y en a déjà qui font alliance avec l'extrême droite, qui pensent à faire. Voilà, peut-être c'est de ça qu'il faut voir. L'extrême droite ne prend pas le pouvoir d'un seul coup. Elle, par des alliances, par la lâcheté de ceux qui sont censés être en face d'eux, par des lois, par un air du temps, par un discours, ils peuvent conquérir déjà une partie de l'opinion. Jean Zay donc pense le Festival de Cannes avec des hauts fonctionnaires qui l'ont alerté, et il s'appuie sur l'hôtellerie cannoise, une partie de l'hôtellerie cannoise très intelligente et qui a besoin économiquement du Festival de Cannes parce que l'hôtellerie de luxe est en déclin, et en septembre, parce que le festival a lieu en septembre à cette époque-là, pour relancer la saison, c'est intéressant. Donc il y a ces antifascistes, ces derniers antifascistes du gouvernement, l'hôtellerie cannoise et les Américains. Différence avec 46-47. Les Américains, à la fin de 1939, ils soutiennent ce festival qui n'aura pas lieu puisque la guerre va éclater. Ils soutiennent ce festival parce qu'ils ne peuvent pas, pour une vision libérale, les libérales au deux sens du terme, de liberté et de libéralisme économique, ils ont une vision libérale qui se heurte au fascisme italien puisqu'ils ne peuvent plus faire débarquer leurs films en Italie. Donc ces trois forces, l'hôtellerie, Jean Zay, si l'on peut dire, et les Américains soutiennent le Festival de Cannes, ce premier projet de Festival de Cannes en 1939 qui n'a pas lieu parce que la guerre éclate. Jean Zay, il faut rappeler aussi ce qu'il est devenu. Maintenant on le sait, mais il y a eu aussi un trou mémoriel très long pour lui. Très longtemps on a oublié Jean Zay. Jean Zay, il est emprisonné par Vichy, il est objet de la haine des vichistes, parce qu'il symbolise la culture, la gauche, on l'accuse d'être juif, voilà, donc il symbolise toutes les haines. Très dignement, il écrit un journal qui est admirable pendant qu'il est en prison, et en fait, on fait semblant de le libérer en 1944, des munitions font semblant de le libérer, et en fait, ils vont le tuer, l'achever, et jeter son cadavre qu'on mettra longtemps à identifier en 1944, on mettra plusieurs mois. Lui, il disparaît un peu des mémoires parce qu'il fait partie d'une force politique qui était très importante fin 19e, 1914, années 20, qui sont les radicaux. Mais les radicaux, ils ont, comme je le disais tout à l'heure, ils ont éclaté. Donc il n'a plus de force politique pour prolonger sa mémoire après-guerre. Donc il faut attendre des travaux récents de Pascal Horry, d'Olivier Loup et sa protonisation dans les années 2000 pour que sa mémoire réémerge. Et là, on se rappelle la création du Festival de Cannes. Ce qui est peut-être plus complexe, c'est que c'est un festival de Cannes qui est réellement antifasciste, mais Olivier Loup en parlait, et je discute avec lui, même s'il n'est pas là, il a raison, c'est pas un festival populaire. La première affiche, c'est des mondanités sur la croisette. Il n'y a même pas de cinéma, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de pellicule, c'est une élégante face à la croisette. On prévoit des feux d'artifice, on prévoit des tenues de soirée. Jean Zay pèse sur la sélection néanmoins, et là quand on regarde la belle programmation de 1939, on voit différents antifascismes. Différents antifascismes qu'il faut distinguer avant de voir les ponts qu'on peut faire. Il y a un antifascisme libéral dont je parlais, qui peut être celui de Jean Zay, qui est américanophile, donc au nom de la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de commercer aussi. Il y a un antifascisme de combat, qui est celui des soviétiques et des communistes, à cette époque-là, qui est très net. Il propose un film, et si demain c'est la guerre. Et c'est clairement la guerre contre les nazis. C'est ce qu'il propose en 1939. On est avant le pacte. Il y a deux antifascismes qui vont disparaître, qui est un antifascisme pacifiste, et qui renvoie celui au Tchécoslovaque, qui
qui pense à une union des peuples, aux gens de bonne volonté, qui vont s'écrouler devant la réalité du nazisme. Mais cet antifascisme existe aussi, un antifascisme pacifiste, qui veulent ni des fascistes ni de la guerre. C'était impossible en fait. Il fallait choisir l'affrontement. Mais beaucoup, le corps enseignant était traversé par cette utopie, d'ailleurs pour certains. Et un dernier antifascisme qui est plus compliqué à comprendre, qui est un antifascisme aussi, qui est un peu celui de Jean Zay, qui est impérial ou impérialiste, c'est qu'on a besoin de notre base arrière, on a besoin de nos colonies, pour dire nos entre guillemets, pour résister aux prétentions des Italiens et des nazis qui veulent conquérir une partie de l'Afrique, qui veulent conquérir la Corse, qui veulent conquérir Nice. On a besoin de cette base arrière. Voilà. Mais, du coup, Jean Zay demande de passer « La France est un empire » au Festival de Cannes 39. Voilà pour ces différents antifascismes. Ce que je rajouterais, moi, c'est que malgré tout, il y a une culture antifasciste dans les années 30. Une culture antifasciste extrêmement importante, unitaire, dans laquelle la CGT a joué un rôle important. Et qui est un antifascisme populaire. C'était un fascisme populaire, il naît à partir de 1934. Il va innerver, à mon avis, une grande partie de la classe ouvrière, la politiser, et cette classe ouvrière qui saura faire des alliances, sera plus fidèle et engagée dans la résistance, y compris même contre ses propres appareils. Cette culture antifasciste qui passe par la guerre d'Espagne va se diffuser et va innerver une partie du monde du travail. Et cette culture antifasciste pour laquelle la CGT joue un grand rôle, je ne vais pas refaire une histoire de 34-35, ça serait trop long, mais en 1934, vous savez qu'il y a une manifestation de droite et d'extrême droite à Paris, pas que, mais il y a quelques éléments de gauche perdus qui manifestent aussi dans cette manifestation contre une république pourrie, parce qu'il y a des affaires nauséabondes avec Stavinsky, un ministre, un homme d'affaires qu'on va retrouver assassiné, suicidé entre guillemets. Ce climat est nauséabond. Il y a à la fois les anciens, la guerre 14, qui sont frustrés au niveau des pensions, au niveau de la reconnaissance, et c'est vrai. Il faut jamais écarter les frustrations qui travaillent une partie de la population. Il y a un préfet d'extrême droite, Chiappe, qui est très proche de l'extrême droite, qui a été écarté au dernier moment, et ça crée du mécontentement. Il était vu comme l'homme providentiel, et du coup la réaction qui va avoir lieu, il faut une manifestation où on pense que la République est menacée. Des factieux vont, heureusement ils n'ont pas de leader vraiment charismatique, ils sont pas assez organisés, vont vers l'Assemblée nationale, il y a quand même 15 morts, et la réaction qui se joue est une réaction un peu républicaine, et le 12 février la CGT, plutôt celle de Jouot, va jouer un grand rôle. Conceptuellement, c'est plutôt les communistes qui vont penser le Front populaire. Ils ont pour idée l'échec des communistes et socialistes allemands, qui divisés ont laissé Hitler prendre le pouvoir avec beaucoup, je reviendrai, avec beaucoup d'alliances de l'établissement allemand et du capital allemand. Mais grosso modo, que le fait que le mouvement ouvrier allemand, qui était le plus puissant d'Europe et du monde, ait chuté en 1933, ça sert de leçon. Et ça pousse un élément unitaire. Et les manifestations qu'il y a au 12 février 1934, dans laquelle la CGT, plus que la CGTU, participe, est extrêmement important. Effectivement, par contre, le 12 février, vous savez cette fameuse image de la CGTU, qui est plus du côté des communistes, des syndicalistes révolutionnaires et des libertaires, et la CGT, qui est plus du côté socialiste, la SFIO et le PC, vont s'unir. Ça va prendre du temps. Je ne reviens pas sur la victoire, sur la victoire des Fronts populaires après. Mais je veux dire qu'il y a une culture antifasciste qui se crée là, au-delà des 4 cultures antifascistes dont j'ai parlé. Et c'était comment ces alliances seront extrêmement importantes pendant la résistance. Et justement, quand le Festival de Cannes est relancé en 1946 et 1947, là c'est dans une configuration totalement différente, puisque les fascistes ont perdu. Les nazis ont perdu. Et 1946, c'est la victoire. C'est le festival de la victoire. Manifestement, c'est ce qu'on fête en premier. Donc on fête l'URSS est présente, les États-Unis, l'Angleterre, la France, et il y a un carnaval en hommage à la paix, des colombes qui manifestent. On fête vraiment la victoire. C'est sans doute une des plus grandes fêtes populaires de France de l'après-guerre en 1946, à Nice et à Cannes. Donc voilà, et il y a l'équipe de Dynamo de foot qui arrive, de Moscou qui arrive, vraiment un meeting d'aviation populaire présidé par Charles Tillon. Enfin, tout l'environnement est extrêmement important. Le maire de Cannes est à gauche, Raymond Picaud. Je pense qu'on a un peu oublié sa mémoire. En tout cas, sa participation à la création du Festival de Cannes. Républicain de gauche, progressiste, antifasciste, se rapprochant des communistes en 1936, même s'il n'a jamais été communiste,
élu à la tête de la mairie en 1945, désigné par la résistance et élu par la population cannoise, médecin des pauvres à Cannes-la-Boca, parce qu'il y a un Cannes populaire. Il y a toujours un Cannes populaire d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit. Cannes ne se résume pas à la croisette. Là, c'est le seul point d'accord que j'ai avec David Isner, qui rappelle qu'il y a un Cannes populaire et qu'il y a beaucoup de gens ici qui touchent le RSA à Cannes. En fait, donc effectivement, c'est une grande ville, y compris populaire. Alors l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est indécent et obscène, mais il y a un peuple travailleur et une population précarisée à Cannes. Donc, ce Cannes porte en avant Picot, il gagne les élections. Picot demande à la population, bénévolement pour partie, de réparer les jardins qui sont extrêmement importants à Cannes, de réparer les boulevards, la Croisette, et puis ensuite de s'investir sur la construction du palais de la Croisette en 1947. Et c'est pour ça que je disais que 1946, c'est la fête de tous les antifascismes, et des antifascismes qui se donnent la collade. L'antifascisme, les résistants démocrates chrétiens, les communistes, les gaullistes, et il y a beaucoup de ministres qui viennent. Et là, c'est 1946. 1947, c'est déjà très différent. 1947, c'est le début de la guerre froide qui va relancer les guerres coloniales aussi, qui va relancer, on va essayer d'effacer les acquis énormes des mouvements ouvriers acquis en 1946, dont la Sécu, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, la Sécu, les comités d'entreprise. Moi, j'essaie d'intégrer le Festival de Cannes à ces conquêtes de la libération. Voilà, et ce qui est extrêmement important. Et le Cannes 1947 est peut-être plus populaire que le Cannes 1946. Parce que le Cannes 1947 est vraiment né au forceps, né avec la volonté de la CGT, avec le volontarisme, on peut dire, de la CGT, et des députés de gauche de l'époque. Henri Pourtalais, horticulteur, maire député de Cannes, élu en 1936. Virgile Barrel, instituteur, élu en 1936 comme député aussi, déporté en Algérie pendant la guerre, dont le fils Max Barrel a été tué par Klaus Barbie, un extrêmement résistant. Là, l'antifascisme, c'est pas quelque chose de creux pour eux. Ça les marque vraiment. Et je veux dire que pour les grands dirigeants de la CGT qu'on a eu, l'antifascisme les a complètement façonnés aussi. Georges Chegui, qui a dirigé la CGT à partir de 68 jusqu'à 1982, c'était un jeune résistant toulousain, arrêté dans une imprimerie, déporté à 15 ans. On a cru qu'il est mort. Il y a des pages poignantes de sa déportation. Celui qui l'a succédé, ils n'avaient pas du tout le même profil, ils ne sont pas toujours entendus, c'est Henri Krasuki. Henri Krasuki, jeune militant communiste résistant, juif, déporté et rescapé de peu. Son groupe de jeunes femmes et jeunes hommes, ils étaient 60 arrêtés, on n'a que 6 qui rentrent. Ils sont arrêtés en 1943. Donc je veux dire que l'antifascisme, c'est Georges Chegui ou Krasuki, pour les successeurs, c'est pas quelque chose de vain, quoi. C'est pas un mot d'ordre, c'est vraiment quelque chose de pensé. Une autre chose qu'on sait d'eux, qu'on sait peut-être pas assez, c'est le cas en particulier. Donc c'est le cas pour les deux. Ils étaient très attachés à la culture. C'était des ouvriers. Henri Krasuki, déporté, j'ai entendu encore avec Trugnan, qui était déporté avec lui. Quand il est enfermé à Auschwitz en 1944, il fait une conférence sur la musique, sur Beethoven et son œuvre. Et son camarade qui a quitté l'école très tôt va faire une conférence lui sur Molière. Donc voilà, c'était des grands dirigeants ouvriers. Et je dis ça aussi parce que on dit beaucoup qu'il faut pas qu'il peut pas y avoir de culture sans liberté. Et c'est vrai, qu'on a besoin de lutter contre la censure. Mais il n'y a pas de liberté sans culture non plus. Parce que la liberté que revendiquent les Trumpistes, c'est le contraire, c'est le droit du plus fort, c'est la violence. Et je pense qu'il faut nourrir notre combat pour la liberté par la culture. C'est ce qu'on fait. J'ai fait des digressions, je n'ai pas voulu dire tout ce que... Je suis contente qu'on prenne le temps de commencer à avoir ces discussions entre nous, puisqu'elles sont très importantes et elles nous préoccupent toutes et tous. Et puis on le voit un peu, Tanguy le racontait, mais on le voit aussi avec ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis. Quand l'histoire s'accélère, ça va très très vite. Ça crée des situations qui politiquement sont confuses, puisque tout se modifie très vite dans tous les sens. Il faut que je parle plus fort ? Oui, un peu plus fort. Et il y a vraiment un enjeu pour nous à dès à présent en fait, mener sérieusement ces discussions et se préparer sérieusement aux évolutions qu'on voit en fait
voilà, en France, bon, ailleurs dans le monde, mais en l'occurrence en France, les évolutions politiques qui s'accélèrent là ces derniers temps. Parce que le moment où il y aura un gros coup d'accélérateur, si on n'est pas préparé, on se fera balayer. Donc ça, pour moi, ces discussions-là, il faut qu'on les mène sérieusement. Et un enjeu de cette table ronde, indépendamment là du fait qu'on se rencontre, on s'informe, on échange, on commence à réfléchir, il faut sortir de ça en se disant que chacun d'entre nous, chacun et chacune, on va, au sortir de là, faire quelque chose autour de ces sujets-là. Alors en l'occurrence, nous, là, on a le débat autour de la question du cinéma. J'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous êtes concernés probablement de façon proche par ces questions-là. Nous, en tant que syndicat, on le sait, c'est un des lieux de résistance quand il y a des modifications, quand en gros il y a des changements de gouvernement, en particulier l'accès de l'extrême droite au gouvernement. Les syndicats sont des lieux de résistance très importants. On le voit par exemple à l'heure actuelle avec Trump au pouvoir, pour donner l'exemple là sur où il est en train de balayer toutes les agences fédérales. Un des derniers acteurs de la résistance, malheureusement, vu l'état du Parti démocrate, ce sont les syndicats, d'ailleurs les syndicats qui grossissent énormément, et Trump ne s'y trompe pas parce que lui il met en place un ensemble d'attaques en fait pour limiter à la fois le droit syndical et les pouvoirs des syndicats à agir. Notamment il a passé donc par décret il y a quelques temps, il a passé un décret pour empêcher que les négociations de conventions collectives s'appliquent pour les travailleurs des agences fédérales. C'est quand même plus de 100 000 travailleurs. Il y a eu un gel de ce décret, le temps que ça soit examiné. Il y a eu les résultats de l'appel il y a 3 jours et donc il a gagné. Voilà, donc les conventions collectives au niveau des travailleurs des agences fédérales ne protégeront plus aujourd'hui les travailleurs gouvernementaux. Donc on voit l'importance stratégique d'avoir des syndicats forts dans ces moments-là. Bon, ça c'était un propos introductif un peu long. Donc j'ai regardé un peu, pour préparer la discussion, le programme du Rassemblement national sur la culture et en particulier le cinéma. Et là, deuxième petite parenthèse, même si là aujourd'hui on va parler du RN, je pense que c'est très important de se dire qu'il y a un ensemble de mesures qui sont dès à présent mises en place par le gouvernement Macron, et en fait qui prépare aussi le RN dans son accession au pouvoir. Et d'ailleurs ça ne sera pas forcément le RN, ça peut être aussi une droite recomposée autour de Ciotti, Wauquiez, dont on voit aujourd'hui le genre de politique qu'ils mènent. Il y a eu, je crois que c'est Tanguy qui m'en parlait, on en parlait avant, la question de par exemple la suppression de la redevance télé. Donc tout ça c'est des mesures en fait qui préfigurent ce que pourrait être un gouvernement d'extrême droite. Excuse-moi, un petit point par rapport à la redevance télé, c'était dans le programme du Rassemblement national. Pas celui de Macron, hein, mais c'est Macron qui l'a appliqué du jour au lendemain. Donc il faut aussi qu'on soit attentif à ce qui se passe dès à présent. Pour donner un exemple du point de vue du droit syndical, ça va être les réformes Macron en 2017 qui ont inversé ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, qui faisait que le code du travail, en gros, si on passait quelque chose en convention collective, ça doit être plus favorable que ce qu'il y a dans le code du travail. Si on passe quelque chose en entreprise, plus favorable que si en convention collective et en droit du travail. Donc il a informé, je vais pas rentrer il a transformé cette hiérarchie des normes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça, par exemple, c'est un affaiblissement très fort des droits syndicaux et aussi des droits collectifs, qui sont en fait nos recours de protection face à l'évolution des politiques d'extrême droite. Donc là, on va se concentrer sur le RN dans nos discussions, mais je pense que c'est important de se dire qu'il y a un ensemble de choses qui se mettent dès à présent en place, et il faut avoir une réaction très forte, puisque voilà, une fois que ça s'installe petit à petit et qu'on s'y habitue, après c'est tapis rouge. Voilà, donc au niveau du programme du RN, je vais donner quelques grandes lignes, mais je pense qu'on connaît tous déjà bien, donc je ne vais pas y passer très longtemps. Il y a la question de la privatisation de l'audiovisuel public, que le RN défend systématiquement, avec derrière l'idée de concentrer les médias dans les mains de quelques milliardaires et de faire sauter en fait tous les critères de neutralité qui encadrent aujourd'hui les diffusions. Notamment une des mesures qui porte, dont il parle régulièrement, c'est le fait de faire sauter la contrainte qui empêche un groupe de posséder plus de 7 chaînes. Donc en fait, s'ils font sauter cette contrainte, ça sera la loi du plus fort, et donc là Bolloré pourra racheter une grande partie des chaînes, et faire sauter toutes les contraintes, notamment qu'il y a autour de France TV, qui est un des grands financeurs des longs métrages de fiction
aujourd'hui en France, même des longs-métrages documentaires, du cinéma, de l'audiovisuel en général. Et puis on voit ce que c'est que Bolloré aujourd'hui, on voit le développement de la désinformation, on sait quelle est sa politique, donc ça serait assez dramatique à bien des égards. Un deuxième grand cheval de bataille, c'est le patrimoine. Donc les châteaux, les cathédrales, le Puy du Fou. Donc rediriger une partie des financements vers ça, couper les financements ailleurs. Avec une vision très réactionnaire du patrimoine. Tout à fait. Parce que le patrimoine ouvrier n'entre pas dans ça. Non, bien sûr, c'est le Puy du Fou, quoi. Avec un ensemble de discours qui est développé autour de cette question-là sur le cinéma comme français, comme produisant des navets. Je vous en dirai un mot après quand je vous raconterai un petit peu comment s'est passé l'amendement de suppression du CNC à l'Assemblée nationale. C'était assez pathétique de ce point de vue-là. Avec tout un discours autour des cinémas comme les navets. Par exemple Jean-Philippe Tanguy, je vous conseille d'aller voir un peu ses prises de parole sur la culture, sa vision de la culture. C'est assez édifiant ce qui selon lui est de la culture ou pas. Et puis autre très grande mesure qui est par ailleurs soutenue par le MEDEF, là on en fait actuellement le prix, les travailleurs des festivals en font actuellement le prix puisque le MEDEF bloque au niveau de l'UNEDIC le résultat des négociations de conventions collectives qui avait permis de faire entrer, qui devrait permettre de faire rentrer les travailleurs des festivals dans l'intermittence, pour le faire très court. Et là, le MEDEF bloque au niveau de l'UNEDIC. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont contre l'intermittence. C'est la raison du blocage, c'est qu'ils sont contre le régime de l'intermittence. Mesure de suppression de l'intermittence qui est aussi soutenue par le Rassemblement national, toujours en reprenant le discours du gaspillage de l'argent public, ça n'existe que dans ce pays, ça n'existe nulle part ailleurs, l'exception culturelle française, les navets, le gaspillage de l'argent public. Et si on veut se faire un peu une idée aussi de la préfiguration des politiques du RN, malheureusement aujourd'hui c'est pas très compliqué. À la fois il faut regarder dans les municipalités RN ce qui se passe. Salomé en a parlé, ils sont de plus en plus décomplexés. Avec le théâtre, tu as parlé du théâtre des Nains-Beaumont, mais je peux vous donner un autre exemple. Le maire RN de Villers-Cotterêts, Franck Briffaut, a demandé aux musiciens de signer une clause de neutralité. Si vous avez, pour avoir le droit de jouer à la fête de la musique en 2016. Donc il y a ce genre de choses qui se passent. Donc on peut imaginer, si jamais ils accèdent au pouvoir, là ça sera... les vannes seront lâchées, puis on peut aussi regarder ce qui se passe dans le reste du monde. Trump, il sabre tout. Quand on voit tout le discours là autour de l'inclusion, de la diversité, à quel point idéologiquement et même culturellement, ça fait même partie du développement d'Hollywood, en fait, tous ces discours-là. Aujourd'hui, ça saute très largement en 30 secondes. Je peux donner aussi l'exemple des Pays-Bas, où il y a une hausse de la TVA qui est jusqu'à 21% sur les biens culturels. Donc là, ça touche directement à l'accès des classes populaires à la culture. On peut parler de Milei, en Argentine. Il y a 0 centime là, qui a été, depuis 1 an et demi, qui a été fléché sur le cinéma. 0 centime d'État. Ils avaient un fonctionnement de financement du cinéma qui était en partie financé par l'État. Ils ont supprimé des fonds, ils ont licencié massivement dans la culture, ils ont privatisé les écoles de cinéma. Puis il y a tout un discours autour du marxisme culturel qui, chez nous, est la lutte contre le wokisme. Un peu similaire. Et Louise, là, je voudrais peut-être parler de ce qui se passe en Italie aussi. C'est quand même juste à côté, comme ça. Et là, il y a des choses extrêmement inquiétantes, c'est parce qu'ils s'en prennent directement à la justice. Et la justice en Italie, c'est ce qui fonctionnait le mieux, en fait. Parce que pour les accidents du travail, ils auraient des leçons à donner à la France. Pour l'empoisonnement sur le travail, ils auraient des leçons à donner sur la France. Pour la lutte contre la mafia, heureusement qu'il y avait de la justice. Et là, ils sont directement attaqués quand ils bloquent des décisions qui sont infondées en droit. On passe outre. Donc, par exemple, par rapport aux migrants qui seraient dans des camps en Albanie, ça s'est déclaré inconstitutionnel et illégal. C'est pas grave, on les attaque. On les attaque à la fois à des espèces de guérillages juridiques, mais aussi avec du harcèlement en les montrant. Et il y a une élite d'extrême droite en Italie qui existe et qui est prête à ça et qui tournoie autour du Festival de Venise. Je veux dire que maintenant, une partie de l'élite se revendique fasciste ou nostalgie de Mussolini. Donc il y a une pensée culturelle d'extrême droite aussi qu'il faut l'aborder.
je vais te Oui, dire je ça. suis désolée, j'espère ne pas être trop longue, parce que je pense que aussi l'essentiel, c'est qu'on puisse débattre entre nous. Et je voulais vous parler un peu de 4 débats publics qui ont eu lieu en France ces derniers temps et qui ont préfiguré aussi ce que serait l'accès du RN au pouvoir en France. Bon, il y a ça, je m'étendrai pas dessus, parce que c'est assez connu, mais il y a eu tous les raids publics sur en fait Internet et les réseaux sociaux pour pourrir les sorties des films. Un exemple criant, ça a été Avant que les flammes ne s'éteignent de Mehdi Mekri, où ils sont allés sur les sites de notation, ont descendu en flèche le film, donc ils pensaient qu'il était un film qui était inspiré de l'histoire d'Assa Traoré. Voilà, donc là ils ont défoncé le film, ce qui fait qu'il y a eu très peu de, en fait, ça a tué la possibilité qu'un public vienne en salle. Donc ça, on voit que c'est des outils assez simples pour eux à utiliser, et ils l'ont refait depuis. Donc Avec un documentaire qui s'appelle Le Repli. Et ils font des pressions physiques sur les réalisateurs, ou des menaces larvées. Et certains distributeurs, certains diffuseurs peuvent dire bon, on va éviter l'incident, donc on va pas le programmer. Après, autre débat là où qui n'est pas fini, qu'il va falloir on poursuive assez sérieusement à réfléchir sur ces sujets-là, c'est tout le débat qu'il y a eu récemment autour de la chronologie des médias et des refinancements par Canal+, et par les plateformes américaines du cinéma français. Bon, finalement, Canal+, a donné, pas autant, mais quand même, a re-signé la chronologie des médias. Il y a eu aussi Disney+, qui a donné une partie des fonds, Enfin, je ne vais pas réexpliquer pour pas que ça prenne trop de temps, mais en gros, ils se sont accordés à re-signer la chronologie des médias, à redonner une partie des fonds. En fait, ce qu'on voit quand même, c'est que le cinéma français est dépendant financièrement et de Canal+, qui est tenu par Bolloré, et de plateformes américaines, où il y a Trump au pouvoir. Donc il y a une forme de soulagement du point de vue de la production du cinéma français sur le fait qu'ils aient re-signé la chronologie des médias. Et je pense qu'il y a quand même une réflexion assez forte à avoir sur le fait le cinéma français est aujourd'hui dépendant de ces acteurs-là. Donc ça, je pense qu'il faut poursuivre la réflexion là-dessus. Autre moment où il y a eu une forme de panique là autour, à juste titre, de l'accession du RN, ça a été concomitamment, il y a eu l'affaire de Boutonnat au CNC, où du coup il a été écarté. Il y a eu Olivier Henrard qui a été mis du coup à la place en intérim. Et puis ça a concomité avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc là, en fait, les producteurs et productrices ont demandé à ce que Macron nomme en urgence le prochain président du CNC, pour ne pas que dans le cas où ça soit l'extrême droite qui passe aux législatives, qu'on se retrouve dans un gouvernement de coalition et qu'on se retrouve avec un président du CNC qui soit au Rassemblement national. Bon, Macron n'a pas nommé finalement le président du CNC avant la dissolution. Aujourd'hui, donc, c'est Gaëtan Bruel qui est l'ancien directeur de cabinet de Dati qui a été nommé, et on en reparlera, même si là j'ai trouvé que ses prises de parole sur les VHSS auxquelles j'ai assisté étaient très bien. Faut quand même se dire que le parti Dati sont ceux qui à l'Assemblée nationale ont voté pour la suppression du CNC. Donc là il va falloir être attentif sur les évolutions. Il y a eu un an, le milieu du cinéma a commencé à se saisir publiquement de ces questions-là, avec la peur de qu'est-ce qui se passe si on a un président du CNC qui est d'extrême droite, autour de tous les fonds de soutien qui ont été créés, notamment le fonds de soutien pour la diversité qui a été créé après les émeutes de 2005, certains parfaits mais existants. Qu'est-ce qui se passe si on a un président du CNC qui arrive? Qu'est-ce qui se passe sur l'attribution des visas d'exploitation et la classification des films? Il y a des mesures très simples qu'ils pourraient prendre pour bloquer l'accès du public. Par exemple, on interdit un ensemble de films au moins de 18 ans. Et là, tu fermes un ensemble de films au public. Donc il y a eu une forme de peur. Mais en même temps, le CNC, il temporisait en se masquant un peu derrière un fonctionnement juridique, en disant non, mais au CNC, les aides distribuées par les 65 commissions du CNC, elles sont par des professionnels du secteur, qui sont indépendants de l'État. Et puis l'argent du CNC ne vient pas du budget de l'État, mais des taxes qui sont directement affectées à son budget. Or, quand on voit comment ça se passe dans les pays où la droite et l'extrême droite accèdent au pouvoir, c'est pas le droit qui nous protège. En fait, la seule chose qui nous protège, c'est l'organisation collective et un rapport de force très très fort. Et en fait, même si aujourd'hui on a un fonctionnement qu'on défend, ça peut très très vite sauter. Alors je ne vais pas revenir là sur le fonctionnement du CNC, mais si des gens ont des questions, je pourrais expliquer les différentes taxes qui existent pour financer le CNC. Pour un peu vous aider à contrer ce discours de le cinéma est financé par l'argent des contribuables, c'est du gaspillage. En fait, c'est pas ça, c'est en grande partie une taxe sur les billets
mais je ne vais pas le faire là, sinon je serai beaucoup trop longue. Et dernier point, vous l'avez sans doute vu passer, là, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était l'amendement de suppression du CNC qui a été défendu, déposé par le Rassemblement national à l'Assemblée au début du mois d'avril, où les partis UDR, les macronistes n'ont pas voté pour, mais tout ce qui est à droite des macronistes, ça a voté pour. Et vraiment, je vous encourage, c'est rapide, tapez amendement suppression CNC Assemblée nationale et allez lire le débat. Ça prend 5 minutes. Allez lire le débat autour de l'amendement de suppression du CNC. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. C'est la cour de récréation. Tanguy qui dit Justine Triet, c'est dénavé, le cinéma français c'est dénavé. L'autre qui lui répond, un député de gauche, malheureusement, qui lui répond mais vous, vos vidéos RN, c'est vous qui produisez des navets, vous faites pitié avec vos vidéos. L'autre il répond toi t'es mauvais acteur. Voilà, c'est ça le débat à l'Assemblée nationale sur la suppression du CNC. Franchement c'est effrayant. Et en plus le député de gauche, qu'est-ce qu'il fait pour défendre la création du CNC? Non, mais le CNC c'est très important parce que il faut qu'on fasse du soft power à l'étranger avec le cinéma français. C'est à nous là, face à l'impérialisme américain, sous-entendu, il faut qu'on défende notre propre impérialisme. Donc vraiment, arrêtez, même de votre propre point de vue patriote. Nous, il faut qu'on défende notre bon cinéma patriote. Et c'était qui Benjamin, Lucas. De quel parti Il est chez les écolos, il est dans le groupe écolo. Il est. Non, faut qu'on parle clairement parce que député de gauche. Donc voilà, vraiment, allez voir. Allez voir ce débat, vous allez rire et pleurer en même temps. Mais ça en dit long sur le fait que, en gros, si nous on s'organise pas, faut pas trop compter sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc je vais m'arrêter là. Et vraiment, moi, là, on va avoir les débats, mais je nous incite à faire en sorte qu'à la sortie de cette salle, il faut qu'on réfléchisse à prolonger ces discussions, en particulier sur la question du financement du cinéma, qui déjà pose plein de questions dans le cadre actuel, mais qui malheureusement en posera probablement encore plus dans les années à venir. Et la valorisation. Merci. Et on en parlera après ton intervention, Gilles. Et je parlais tout à l'heure du César que tu as reçu pour ton film La femme des Bertrand. Un petit peu plus fort. Et donc, je voulais évoquer le discours que tu avais tenu ce soir-là, un discours dont tout le monde en a beaucoup parlé sur nos réseaux militants, parce que ça a fait du bien à beaucoup de monde. Et donc discours, les discours au cours duquel tu dénonçais notamment les dirigeants et dirigeantes qui s'allient à l'extrême droite fasciste et où tu mettais en garde sur les dangers d'une répétition et Louise l'évoquait sur le fait que ça puisse aller rapidement et donc il faut qu'on fasse gaffe. Et tu disais que dans le milieu du cinéma et des films, il fallait qu'on investisse ces questions plus largement. Donc je voulais que tu nous parles de ça et je sais que tu voulais évoquer également déjà bonjour à toutes, bonjour. Merci pour l'invitation. C'est vrai que ce discours-là, j'avais quand même un petit peu réfléchi parce que c'est un thème que je développe, mais déjà je faisais pas le malin pour le placer parce que finalement c'était un peu stressant quand même, mais c'est vrai qu'on sait que ce discours, en prononçant ce discours par exemple, c'est clair que Canal+, le patron de Canal+, a dit qu'il saurait s'en souvenir, donc bon. Donc on sait, donc ça veut dire aussi l'influence, on parlait de l'influence de Canal+, et de certains acteurs dans les médias et dans le cinéma qui ne sont pas négligeables, et y compris, là ça prouve que c'est pas qu'une question économique, il y a vraiment une question idéologique là derrière. Et quand je disais que ça va vite, c'est vrai qu'on voit à quel point le discours du Rassemblement national et des choses qui se passent dans notre pays aujourd'hui étaient impensables il y a ne serait-ce que 2-3 ans en arrière, et aujourd'hui ça passe crème, quoi. Et c'est vrai que quand je dis ça va vite, c'est impressionnant. Et je vois aussi, là on intervient dans les lycées par exemple en ce moment avec Marion, ma compagne et co-autrice, et c'est vrai aussi qu'on voit que chez les jeunes il y a aussi une dépolitisation, en tout cas une méconnaissance aussi historique qui permet au fascisme de se développer assez facilement parce qu'on n'a pas la culture. Là on a fait une intervention la semaine dernière, et c'est vrai que par rapport à mes travaux sur la résistance, puisque tu parles sur le fascisme,
au bout d'un moment, il y a quand même un élève de première bac pro qui me dit, mais monsieur, vous nous parlez de résistance, mais de quelle résistance vous parlez? Et en fait, il n'était pas du tout seul à penser ça. Et c'est vrai que la réflexion qu'on s'est fait avec Marion en sortant, en se disant, bah, après, tu vois un défilé néo-nazi à Paris avec des beaux drapeaux, tout se passe bien, c'est clean, nickel. Si tu n'as pas la ref par rapport à qui ils sont et que pour les combats, tu trouves ça plutôt sympa, puis au moins, c'est pas des fouteurs de merde, ça se passe bien, quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un problème de transmission. Mais après, sur investir le champ, c'est aussi, il y a peut-être quand même des questions à se poser dans notre métier. On ne fait pas tous les choses bien, quoi. C'est que quand tu vois au cinéma français la représentation de la société qui est faite, c'est-à-dire avec une invisibilisation d'une grande partie des travailleurs, des travailleuses, mais aussi de certains territoires, avec un parisianisme quand même, où on filme Paris en long, en large, en travers, y compris sur des films de gauche, hein, mais moi j'en peux plus, quoi. Je veux dire, les appartements parisiens, les fêtes d'anniversaire, les karaokés, et les pots, et la station Stalingrad ou Jaurès, et le métro qui passe. Et en fait, avec ça, je caricature un petit peu, mais ça veut dire que tu invisibilises quand même une grande partie de la population française qui ne se sentent pas non plus représentée par le cinéma. Donc je pense aussi qu'il y a une réflexion à porter là-dessus, sur qu'est-ce qu'on fait voir au cinéma. On a beaucoup insisté sur l'importance de montrer les minorités, ce qui se fait beaucoup maintenant, et tant mieux, hein, des fois de façon un peu caricaturale, parce que maintenant dans les scénarios on se dit à quel moment on va voir l'homosexuel, à quel moment on va voir l'handicapé, à quel moment... mais en même temps ça a été fait, tant mieux. Donc voilà. Et donc je pense que voilà, moi je pense qu'il y a une diversité sociale à montrer au cinéma, et aller sortir de Paris et sortir de ce truc-là. Et puis quand je dis qu'on fait pas tout très bien, tu citais des sites, parce que moi aussi je suis un peu sur les réseaux sociaux et tout, il y a des sites d'extrême droite sur le cinéma qui se font un plaisir de nous dézinguer sur effectivement le gaspillage de l'argent public, sur les navets, enfin tout ce que tu disais. Mais peut-être aussi que nous, que des films qui sont en partie payés par le CNC rémunèrent des scénaristes ou des réalisateurs à hauteur de 700 000 €, et qu'on continue à rémunérer des acteurs à des salaires complètement indécents. À partir du moment où il y a de l'argent du CNC là-dedans, peut-être aussi qu'il y a une réflexion à mener dans nos organisations pour dire, bon ben, c'est pas la peine de tendre des bâtons pour se faire battre. On a peut-être quelque chose à dire là-dedans. Alors, quand le film est financé par des chaînes privées, majoritairement, il y a une petite part du CNC. On peut quand même réfléchir sur cette part du CNC, si elle doit payer Guillaume Canet et compagnie, ou si effectivement on a notre mot à dire. Et je pense que peut-être qu'une réflexion là-dedans à l'intérieur de nos métiers, ça éviterait aussi toutes les bêtises qui sont dites, parce qu'évidemment d'un petit fait comme ça, on en fait des caisses en disant que le film, on est tous assistés, parce que le mot assister c'est évidemment prolifère de partout, et avec cette notion d'argent public qui serait dépensé, sachant que tu n'as pas voulu développer la question d'argent public, mais que quand même le CNC c'est de l'argent de cotisation, c'est de la cotisation des spectateurs qui vont là, donc on peut dire c'est pas financé par l'impôt, mais enfin, et tout ça il faut peut-être expliquer aussi. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi regarder chez nous, il ne faut pas dire que tout va bien et que faut éviter aussi de tendre des bâtons pour se faire battre. Voilà. Mais je crois que nous, on a aussi à réfléchir sur qui on montre, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, et surtout qui on montre et comment on les montre. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, si on voyait des ouvriers, ils étaient soit alcooliques, soit pas trop malins, enfin bon, voilà. Donc on peut les montrer, mais il faut savoir aussi comment on les montre, si on leur donne de la dignité, si on leur donne de la visibilité, et puis voilà, qu'on leur donne une vraie présence, une vraie existence, où le public peut se reconnaître dans ce qu'il voit à l'écran. Et c'est vrai que ce que je fais, ou ce qu'on peut faire avec François Ruffin, ben c'est ça, c'est... Peu importe, à la limite, on ne pose pas forcément la question tu votes pour qui, mais en même temps, de ne pas s'enfermer non plus, nous, dans un monde, mais peut-être faire voir les gens, et que ces gens-là, se voyant sur l'écran, retrouvent un peu de grandeur, de dignité, et du coup, ne soient pas aigris en disant, ben voilà, c'est le monde du cinoche, là-bas, ils font leur truc, ça ne nous parle pas, c'est pas nous, et il faut aussi parler à ces gens-là qui ont déserté un peu les salles de cinéma, et c'est vrai aussi que moi, alors... effectivement, si on dit ça à des gens qui habitent à Montreuil, ils ne savent peut-être pas trop de quoi on parle, mais quand tu habites en province où il y a une forte proportion de Rassemblement national, tu vois déjà qu'il n'y a pas que des fascistes et des racistes qui votent. Je n'ai pas dit qui sont, mais qui votent pour le Rassemblement national. Et je crois qu'il faut aussi leur parler
et les faire voir et pas les ostraciser, les prendre pour des abrutis, des incultes, des trucs comme ça. Et des fois, dans le milieu culturel, il y a eu un positionnement quand même qui, moi venant de ces milieux-là, où bah, tu te fais quand même prendre pour un abruti, où il y a un mépris culturel qui est porté, et ça, c'est un ferment formidable pour le Rassemblement national. Et donc peut-être que aussi dans le cinéma, en faisant voir ces gens-là, ça diminuerait un petit peu la pression. Et c'est vrai que quand il y a ce mépris, peut-être des fois de la part de l'éducation nationale, des fois de la part du monde culturel, bah, quand on a l'occasion de faire chier, et puis qu'on a un bulletin de vote RN qui est vu toujours comme le bulletin qui va faire chier le monde, et ben en tout cas ce monde-là, l'occasion est belle, et c'est pas forcément... alors j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'électeurs racistes au Rassemblement national, mais c'est pas forcément par racisme et tout ça, mais des fois c'est par un peu revanche sur... donc il y a, à mon avis, il y a de quoi se poser quand même quelques questions sur notre manière de fonctionner, et en étant conscient de la chance qu'on a d'avoir le CNC, d'avoir toutes ces structures qui nous permettent de faire ça. Mais je crois que pour le défendre, ça vaut le coup quand même de questionner la manière dont on travaille. Bon. Mais après, il y a plein de choses bien qui se font au cinéma, c'est pas la question. Non, tout. On a quand même toute cette diversité qui est quand même chouette à voir. La question, c'est aussi l'accès, c'est-à-dire... en tout cas, nous, par rapport aux films que je fais, ou les films que je fais avec François Ruffin, toujours notre bataille, c'est comment on fait rentrer dans les salles de cinéma les gens dont on parle, qui ne viennent pas au cinéma, art et essai, il y a cette barrière culturelle que les gens se sont mis dans leur tête, et parfois qu'on leur a mis aussi dans la tête, en se disant le cinéma art et essai, c'est pas pour nous. S'il y a une sortie cinéma dans les classes populaires, ben on va plutôt au Gaumont, on se fait une soirée avec du popcorn, des trucs, mais c'est le gros truc, mais on va pas forcément au cinéma art et essai, où à la limite ils auraient peut-être une chance de plus se voir, quoi. Donc il y a aussi une question à se poser là-dessus, je pense. Mais on y arrive des fois, et ça c'est le bonheur, c'est que quand on fait des films et que les gens disent pour une fois c'est nous qu'on voit sur l'écran, c'est nous qui sommes là, là on voit à peu près pourquoi on fait ce boulot-là, quoi. Ils ressentent un peu de fierté, de dignité, parce que c'est ça, le fascisme il est là-dessus, hein. Je veux dire, sur le mépris, l'impression de n'appartenir à rien, de voir qu'il y a soit de la corruption, soit les gens qui se gavent en haut et puis qu'eux ils sont toujours laissés pour compte, on les voit pas, on les écoute pas, donc à un moment donné on rentre dans des parties où en tout cas on fait le geste qu'il faut pas, et qui évidemment en se tirant une balle dans le pied, mais ça faut avoir un peu de temps pour l'expliquer, on l'a pas forcément auprès de ces gens-là. Voilà. Bravo. Ouais, j'allais rajouter 2-3 trucs, mais je peux juste ajouter un tout petit truc qui concerne le milieu du cinéma, et on a assisté à une discussion avec Marion. Elle parle sur les gens qui réfléchissent aussi à l'éventuel après sombre. On avait une discussion avec moi qui nous a surpris. C'est le président de l'AFCAE, donc l'AFCAE c'est l'Association française des cinémas art et essai. Eux, ils sont déjà dans la réflexion de se dire si l'année prochaine on a un gouvernement d'extrême droite, alors ils n'ont pas une réflexion forcément culturelle, enfin, évidemment que c'est la culture qui va en pâtir, mais de dire comment on va continuer d'exister, comment nos lieux vont continuer d'exister. Donc ils sont déjà allés voir en Italie comment ça se passe, ils se renseignent comment ça se passe dans les pays où il y a de l'extrême droite. Donc là, eux, ils sont déjà dans l'anticipation. Alors, je ne sais pas si ça manque de combativité, le chantier premier serait peut-être de combattre cet avenir, mais en même temps, il y a quand même des gens qui sont déjà dans cette réflexion-là pour voir comment essayer de survivre là. Je vais me permettre de rebondir sur ce que tu me dis. C'est à la fois, il y a une double stratégie. Moi, j'ai vu des UD qui protégeaient leur trésorerie, qui protégeaient leur fichier de militants, et c'est nécessaire. Mais en même temps, on a emporté une première manche. C'était quand même le résultat des élections législatives n'était pas du tout donné. Bien sûr. Donc, après, il n'a pas été respecté. Mais c'était une mobilisation aussi. Et de la part de la CGT, c'était un sacré effort aussi, parce qu'il rompait avec une vision léniniste de soumis à un parti. Il fallait se réengager. Il faut toujours trouver le point d'équilibre qui n'est pas évident, mais qui est nécessaire. Et là, je pense qu'il a été trouvé, c'était d'appeler à voter pour les candidats Front Populaire et de participer à cette première victoire, à cette première défaite de l'extrême droite. Donc, on a marqué des points. Je pense qu'il faut à la fois effectivement voir comment ça se fait, se protéger, mais on n'a pas perdu en fait. Non, mais on a d'autant moins perdu que les idées globales de la gauche et qu'on porte notamment au nouveau Front Populaire sont ultra majoritaires dans la population française, mais on n'arrive pas à ancrer
les valeurs à un bulletin de vote. Donc il y a un gros boulot à faire là-dessus. Tu demandes aux gens, est-ce que vous voulez plus de services publics? Oui. Tu veux remettre l'impôt sur la fortune? Oui, à 80%. Tu veux, je sais pas moi. Abolir la réforme des retraites. Ouais, les retraites, tout le monde est d'accord. Et puis après, du coup, tu as voté pour qui? Ah bah merde, tu te tires une balle dans le pied. Donc on sait que nos idées sont plutôt majoritaires dans la population, mais il y a une déconnexion entre les valeurs qu'on pense qu'on a envie de faire et le bulletin de vote qu'on choisit. Donc à nous d'être un peu plus, peut-être plus attractifs ou plus clairs dans ce qu'on dit. Mais c'est vrai que les vents contraires sont puissants. Donc, Ouais, on passe peut-être à Moi, je voudrais juste faire une remarque sur ce que vous avez dit, qui est très juste. J'aime beaucoup vos films. Mais quand vous dites qu'il faut faire attention à ceux qui vont filmer, c'est la liberté de création qui existe. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire des films qu'ils veulent faire. Et surtout, il faut remettre en question totalement qui fait du cinéma, quelles sont les classes sociales qui sont habilitées à le faire. Comme, si vous ne reprenez pas du départ, il n'y aurait rien. Parce qu'on n'a pas. Moi, j'aime. Il y a des films d'ailleurs qui parlent d'autres classes ouvrières, mais c'est pas du tout possible de dire tu vas faire que sur tel milieu ouvrier, etc. Ça, c'est la liberté. C'est qui fait du cinéma, quelles sont les personnes qui peuvent rentrer dans ces métiers au pluriel. Pourquoi c'est des écoles privées hyper chères, soutenues par le CNC, à part la FEMIS et bien sûr, et la Fabrique, qui est une école gratuite. Donc moi, c'est ça que je verrais. Si vous inversez les choses, d'ailleurs, ben Dieu, elle vient de la Fabrique. Madame dit plutôt que se poser de la question d'imposer des thèmes, c'est pas vraiment ce que je disais, mais c'est sûr que l'origine des films, c'est aussi de voir qui sont les cinéastes, d'où ils viennent, et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont envie de filmer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment, sur quand on regarde le profil sociologique d'entre guillemets mes collègues, quand tu vois d'où ça vient, bon bah c'est sûr qu'on filme ce qu'on connaît, et aussi là où on habite. C'est aussi la question de ce film, de ce cinéma très parisien. Il y a une concentration des métiers qui sont quand même sur... On l'a dit il y a longtemps à la CGT, quand on a vu arriver les écoles de privé de cinéma, à 8 000 € multiplié par 3 avec les appartements dans Paris, les voitures, les Macintosh, les trucs. Bon, c'était forcément des générations, non, j'ai pas une des générations voilà, des classes bourgeoises. Mais je rajouterais à ce que tu as dit, Anita, que ces écoles privées qui sont encore aux mains, bon, tu dis du CNC, enfin, arrivé un peu par le CNC, ne sont pas encore achetées par Bolloré, alors que quand on regarde la toile d'araignée de Bolloré, il a racheté les écoles de journalisme, pour déjà, maintenant qu'il a racheté les chaînes et trucs, reformater totalement les personnes, maintenant les gens qui font le métier. Donc peut-être qu'on aura aussi une incursion, hein, ça se trouve encore pire. On peut peut-être faire du préventif là-dessus et réfléchir encore plus, qu'on le dit depuis longtemps, que les films... je dirais petits bourgeois ou bourgeois, des comédies où on en a des kilomètres, ont envahi le cinéma, c'est clair. C'est sûr. Moi je nuancerais, mais... Excuse-moi, il y a une nouveauté que tu sais pas. C'est une nouvelle formation maintenant. Il y a des grands capitalistes qui se sont emparés de tout ce qui est technique dans le cinéma. Je suis monteuse, donc je parle de ce qui se prépare pour ces dérages, etc. Et ils ont ouvert des boîtes. L'assistant monteur sera assistant monteur à vie, ne sera jamais chef monteur, avec des CDI où on les bloquera. Ils ne rencontreront jamais ni les réalisateurs, ni les films. Ces boîtes sont déjà créées. Nous essayons, nous, en tant que LMA, de faire une action juridique. Ouais. Voilà. Donc ça prend aussi un tour de ce genre. Hein. Ouais, moi je suis juste d'accord avec ce que vous venez de dire. Oui, la lutte contre l'extrême droite, elle est aussi culturelle, elle est sociale, elle est dans les métiers, etc. Partout. Mais la question que je me pose, c'est que par rapport à l'Amérique et l'extrême droite, en fait, et la position de Dati, voilà, moi j'aimerais qu'on soit un peu clair là-dessus, parce qu'en fait, l'extrême droite en France, elle peut très bien apparaître comme anti-américaine actuellement, vu les outrances de Trump. Et moi je trouve que c'est ça aussi, c'est un danger. C'est-à-dire que comment apparaît Dati, quand je la vois à côté de Gavras, etc., je me pose des questions de qu'est-ce qui se passe quoi, à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si vous avez des réponses et voilà. Je trouve qu'il y a un vrai danger là. Non, je ne peux pas répondre là-dessus, malheureusement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Guy qu'il y a un gros danger. Hein. Enfin, je veux dire, avaler des images comme ça, Dati avec Gavras la main dans la main. Pas que Gavras soit
quelqu'un dont on peut être sûr. Je veux dire, il y a quand même, sur le plan symbolique, c'est une image qui est pas rien, hein, de cette espèce de dérive comme ça, où tout le monde s'associe à n'importe qui. Bon, il a dit, donc je vais pas répéter. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même la grosse question qu'on pose autour du financement du cinéma. Moi, si tu veux, quand depuis des années, on attend avec une impatience incroyable ce que va faire Canal. Donc Canal décide de rejouer à nouveau le jeu, mais on est toujours dans le truc 20% pour les films à moins de 3 millions et 80% pour tous les autres. Ça aussi, c'est la question de l'expression d'un autre cinéma. Je veux dire, tant qu'on ne fait pas bouger ces curseurs-là, je veux dire, ça aussi, c'est la lutte antifasciste, c'est d'arriver à faire bouger ce truc qu'on n'arrive pas à faire bouger. Hein, parce qu'on est là, on dit c'est super, le cinéma est soutenu, mais lequel? Parce qu'on sait très bien que les films à plus de 3, dans ce tas-là, il y en a un paquet qui joue contre nous. Les films à moins de 3, il n'y en a pas beaucoup qui jouent contre nous. C'est pas pour faire une sélection par l'absurde, mais bon, ça fait vraiment partie des grosses batailles. Comment se répartit le financement? C'est énorme, parce que ça a un impact sur les films qui sont produits, évidemment sur nos salaires, enfin, sur tout, hein. Et ça, bon, ça fait longtemps qu'on se heurte contre ce truc, hein, ça bouge pas. Hein. Je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Louise dans son intervention. Ah oui. Tu as dit le droit, en gros, ok, mais c'est surtout le rapport de force, les luttes qui comptent. Bon, moi je dirais plutôt, le droit est toujours déjà le produit d'un rapport de force. Il faut s'appuyer sur ce droit. Voilà. Il ne faut pas le mépriser. Non. Et il faut essayer de le faire évoluer. Alors, sur cette question de la diversité des films, combien de fois on a proposé, Gilles disait tout à l'heure, c'est pas possible d'avoir des cachets de je sais pas combien de millions d'euros pour les artistes, etc. C'est pas possible, les 20-80. On a proposé à plusieurs reprises qu'il y ait un bonus de financement du CNC pour les films, justement, on va dire, humbles en termes de rémunération, qui ne donnent pas des cachets monstrueux, etc., etc. Ça a été toujours bloqué. Ça veut dire qu'on a perdu dans le rapport de force la bataille qu'on a pu mener, peut-être pas suffisamment menée d'ailleurs, hein, mais y compris au CNC, pour faire évoluer le droit du CNC, c'est-à-dire les règles du CNC, d'une manière beaucoup plus partageuse dans le cinéma. Et moi je pense qu'il faut continuer à mener ce combat. Ça va être de plus en plus difficile à court terme avec l'arrivée de l'extrême droite, c'est vrai, mais il ne faut pas lâcher. Et il faut penser au lendemain aussi. Et il y aura peut-être pour nous des moments où on va retrouver le rapport de force, parce que ce qui est très déprimant, en dehors du fait qu'effectivement on ne parle pas des gens des bourgs, ou très peu, et on parle très peu de la classe ouvrière, je fais une pub au passage, le film Classe moyenne de Cordier, à la quinzaine, est très bien parce qu'il est très politique, et là pour le coup, il parle du rapport de classe entre des bourgeois propriétaires et des gens qui sont des domestiques. Mais il faut qu'on continue à se battre vraiment beaucoup sur ces questions. Et ce qui est très difficile pour nous quand même, au niveau syndical, et bien sûr que la charte d'Amiens existe, mais la CGT a su évoluer quand elle a appelé à voter à gauche. Il ne faut pas qu'on soit figé. Moi, je me suis battu pendant des années, y compris dans la CGT, pour dire on mène aussi un combat politique. Il ne s'agit pas de s'inféoder à un parti, puisque pendant longtemps, on a reproché à la CGT d'être inféodée au PC. Et c'était d'ailleurs le drame de Georges Ségui, qui avait dit publiquement qu'il prenait ses ordres du côté du PC. Hein. Donc il ne s'agit pas de revenir à ça, mais il faut être sur le terrain politique et prendre des options politiques. Mais le grand drame qui est devant nous, c'est la division des forces de gauche. C'est ça aussi qui déprime le peuple de gauche, les électeurs de gauche, dont une partie est partie à l'extrême droite. Ce qui est dramatique, c'est qu'ils ne s'y retrouvent plus. Heureusement qu'on serre les coudes pour les législatives et on fait le nouveau Front populaire, mais regardez depuis, à nouveau, on retombe dans la division. Et ça, je ne sais pas comment on en sort. Moi, je voudrais bien réagir rapidement à ce que tu dis, Claude. Oui. Je veux bien réagir à ce que tu dis. Je suis d'accord avec les trois parties de ton intervention, hein, sur la question du droit, sur la question du positionnement de la CGT et sur la question du front commun, en fait, du front uni, enfin, n'importe comment on l'appelle, et sur la question pour revenir spécifiquement sur la question de l'usage de l'outil du droit, nous en tant que travailleurs et travailleuses du cinéma et puis en tant que syndicat, oui, enfin c'est... Là, j'insistais dans ma prise de parole sur le fait que le droit n'était pas protecteur en cas d'arrivée de l'extrême droite, mais en fait, je le disais surtout pour les gens qui ne sont pas dans la salle, qui sont en fait les producteurs, les dirigeants, etc., des grosses boîtes, qui se masquent toujours derrière ce qui existe.
Mais c'est vrai que nous, en tant que syndicat SPIAC, là, mon collègue Nicolas Jasinski, qui est délégué général du SPIAC, qui est là, on passe et puis aussi avec tous les collègues du syndicat, on passe quand même énormément de temps en négociation des conventions collectives. Je veux dire, c'est une de nos activités principales, en fait, en tant que syndicat. On négocie du mieux qu'on peut partout, tout le temps, pour faire avancer les droits des travailleurs, parce qu'en fait, il faut toujours obtenir tout ce qu'on peut obtenir à chaque moment, il faut rien lâcher. Là, récemment, parmi les grandes avancées, il y a eu tous les avenants de protection en fait, sur la lutte contre les VHSS, qui recoupent un peu les questionnements que tu avais, parce que tu as eu là sur la présence de Dati à côté de Costa Gavras. Nous, on se les posait avec Aurore Berger, qui s'est ramenée aux différentes tables rondes, grande défenseuse des avenants VHSS, la montée des marches avec Aurore Berger pardon, et les associations féministes. En fait, à la fois, c'est sûr qu'en fait, ça témoigne du rapport de force qui a réussi à imposer le mouvement féministe et puis toutes les organisations dans le cinéma, voilà, pour imposer comme une évidence cette question des VHSS. À la fois, c'est insupportable. Et puis quand on voit aussi, voilà, autre chose très saillante qui exprime la contradiction dans laquelle on est et dans laquelle il ne faut pas se laisser avoir, ce rapport-là qui a été fait de la commission d'enquête parlementaire, qui est une enquête parlementaire vraiment passionnante, hyper intéressante, avec un rapport produit qui défend en fait beaucoup des choses que nous on défend là dans les recommandations depuis des années, voire même parfois va plus loin. Enfin, le rapporteur principal, c'est un député qui est au parti de Bayrou. Enfin, donc à la fois ça témoigne de l'évolution du rapport de force qui a réussi à imposer le mouvement féministe, à la fois en effet ces gros warnings sur attention, faut pas se laisser endormir et se dire que ça y est, c'est intégré. Mais en effet ça pose des questions voilà, assez fortes. Donc c'était juste pour dire que j'étais d'accord avec toi sur l'importance, puisqu'en fait le droit fige à un moment donné un rapport de force, et il faut, tout comme là à Cannes, pour autre chose, Tanguy racontait l'histoire du Festival de Cannes. Enfin, là, on a des espaces à reconquérir aussi dans le Festival de Cannes, et cette discussion, aussi petite soit-elle, voilà, en fait, elle est importante aussi pour nous, parce qu'il faut qu'on se dise qu'à l'avenir, il faut qu'on reconquiert des espaces aussi dans ce festival-là, de bien des manières, et ce débat-là, c'est une de ces manières-là, quoi. Le droit se stabilise à un moment donné, le rapport de force, mais c'est quand même une stabilisation positive. Quand le rapport de force évolue au point de vue idéologique en général, eh ben, c'est par le biais de la jurisprudence que ça commence à déstabiliser par le biais de l'interprétation, mais le droit reste quand même positif, et c'est dans ces interstices-là qu'on peut peut-être intervenir, sachant que de toute façon, dans les grands combats, il faut absolument de multiples prises. C'est comme l'escalade, hein, il faut plusieurs prises, sinon on ne monte pas, même si on a une grande marche, ça ne suffit pas. Et même un bon gouvernement, ça ne permet pas de se hisser tout seul, juste à la force de ses bras, il faut aussi les prises de pied. Donc moi, il me semble simplement, pour en revenir juste au festival, que c'est pas trop mal cette sélection quand même, et je pense justement à propos de ce dont on parle, le dossier 137, montre ce qu'on n'aborde pas assez, c'est les contradictions au sein du peuple. C'est un sinistre monstrueux. Il faut admettre qu'il y a des intérêts contradictoires, et que ce qu'on dit, c'est pas on ou off, c'est pas on a raison, c'est des compromis nécessaires. Et en général, on est en ce moment dans des périodes de prise de position intransigeante et assez pour tout. Hein. Par exemple, il y a une pièce de théâtre sur les comparaisons immédiates. Il faudrait trop vite peut-être dire quelle est la solution juridique qui résoudrait les problèmes. Et ça, j'ai l'impression que dans la sélection, mais je me trompe, hein, moi j'ai vu que 20 films au festival, je trouve qu'il y a quand même de bonnes ondes. Et pour l'instant, le festival, il ne vire pas à droite. Hein. Pas du tout. Il y a une sélection par l'argent de plus en plus violente quand même. Quoi. Il y a une exclusion du peuple dans le fonctionnement des festivals qui manifestent. Pour l'exclusion du peuple, il y a aussi des questions de tarifs. Hein, bien sûr, mais ça y participe. Je veux dire qu'on ne peut pas appréhender le festival qu'à l'aune d'une sélection, bonne ou mauvaise. Moi, j'aurais plus de réserves pour ça. Mais il y a aussi le fait que, comme moi j'ai sorti ce petit livre, je ne m'attendais pas à ce petit succès, comme ça, une réédition et tout ça. Mais la prise de parole que ça a déclenché, et l'amertume et les témoignages qu'il déclenche, on pouvait
entrer dans telle ou telle salle. Il n'y a pas que de reconstruction, l'âge aidant et tout ça. Il y a vraiment des faits. Il y a une exclusion manifeste, de plus en plus violente, mal vécue. Il y a eu la destruction du festival, certes, qui s'est beaucoup traitée, mais en sachant qu'une fois qu'on a... Moi, j'ai le festival, je pensais que le palais, c'était seulement... Je l'avais mis qu'à l'aune du cinéma. Mais en fait, c'était un palais populaire où il y avait un arbre de Noël et tout ça. Donc voilà, ça a sauté. Il fallait bien sûr un palais beaucoup plus adapté. Mais le casino, qui était un casino municipal aussi, en fait, qui n'était pas qu'un lieu d'argent, et c'était aussi un lieu de chant et de culture populaire, avec une très belle acoustique, a aussi été rasé. Je veux dire qu'il y a eu toute une vague de fond libérale qui a fait des catastrophes au niveau urbanistique aussi, qui ont effacé cette mémoire. Et revendiquer cette mémoire, revendiquer cet ancrage populaire, c'est nécessaire. Et le fait, comme tu le disais, Louise, le fait d'avoir ce petit débat de haute lutte, hein, où on rappelle ces racines populaires et parfois cet effort syndical, c'est absolument nécessaire. Et aussi, c'est une position politique comme ça. C'est dire comme si on avait invité les riches à table, il fallait les inviter sans doute, parce qu'eux aussi ils font des films. Ils ont vraiment pris tout l'espace comme ça, quoi. Même pour manifester. Et même pour manifester, avant on pouvait manifester devant la Croisette. Et on est de plus en plus écarté comme ça, quoi. Donc on a besoin, nous, de reconquérir des espaces, de renforcer nos réseaux. Et ça, on peut le faire encore. On en est la preuve ici. Mais revendiquer cette histoire, c'est pas seulement pour nous faire plaisir, quoi. Je pense que ça peut être une position politique. Je suis parvenu. Oui, moi, juste un petit mot. Nous avons quand même 3 ennemis. On a le Rassemblement national, on a un certain Emmanuel Macron qui prépare objectivement, qui met, on en a parlé un peu tout à l'heure, en place les conditions qui vont permettre à celui-ci éventuellement d'investir les palais de la République avec tout ce que ça comporte. Et on a Madame Dati qui, lors de ce festival aujourd'hui, a gagné la bataille de l'image, que je déplore. On parlait tout à l'heure des photos avec le Sagaras, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, Aurore Berger, Madame Dati sont ravis, enchantés qu'on vienne leur serrer la main et qu'on lutte ensemble sur les problèmes des violences sexuelles. Donc il ne faut pas se gourer là-dessus, c'est-à-dire que c'est extrêmement simple. Madame Dati, c'est quand même, elle passe un excellent festival. Il n'y a pas pu rêver pour elle que ce qui s'est passé cette semaine. Ça ne pouvait pas mieux se passer que ce qui s'est passé. Et moi, ça me pose un problème énorme. Normalement, vu la situation, on parle du cinéma, on parle de France Télévisions, on parle de ce qui est en train de se passer au niveau de l'information. Rachel Dayati, c'est celle qui a décidé que dorénavant, c'est pas encore passé, mais quand même c'est ça, il n'y aurait plus qu'un seul interlocuteur au niveau de l'information, de la direction de l'information en France Télévisions, il n'y aura plus qu'un seul numéro de téléphone. Ça veut dire, c'est jamais arrivé ça. Enfin, c'est arrivé à l'époque, c'est retour au RTF. C'est-à-dire la ligne directe entre l'Élysée et la seule rédactrice en chef de tous les magazines et de tous les bulletins d'information de France Télévisions, de toutes les chaînes, il n'y aura plus qu'un seul interlocuteur. C'est ça qui est prévu. Avec le soutien de Delphine Ernotte, avec qui à un moment on pouvait discuter, actuellement, parce qu'elle vise le poste après ça en question, qui est maintenant l'allié objectif, aussi donc notre ennemi principal de ce qui va se passer. Voilà. Il ne faut pas oublier ça, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Le rôle du CNC, c'est très bien, surtout qui a été gagné pour l'histoire des abus. Nous avons, nous, en tant qu'association, je dis nous parce que je représente aussi les monteurs associés, des conditions de travail vraiment déplorables pour tous les jeunes gens, ou presque, qui sont pris en alternance, avec le couvert et la complicité des écoles. Ils sont carrément esclavagisés. D'accord ? On a donc eu plein de réunions avec le CNC, on leur a demandé des groupes de travail pour parler de ça, zéro. On n'a rien eu. Donc ça veut dire que quand ça fait l'unanimité sur la question du féminisme, et je suis féministe et je suis contente, il n'y a strictement rien sur le travail. Et on a demandé, redemandé, et pas tout seul, avec toutes les associations de la post-production, parce que tout le monde est en train de vivre ça. Donc je veux dire, attention, ne nous flattons pas de l'écoute qu'on a pu avoir sur un plan qui a bien obscurci tout le reste. Moi, je voulais parler du CNC aussi, ça tombe bien. En fait, avec le CNC, on a l'histoire très claire que quand il y a un mouvement qui pousse, eh ben, ils sont obligés de suivre. Enfin, je veux dire, ce qu'ils ont fait par rapport aux violences sexuelles et sexistes, ce qu'ils ont fait par rapport aux femmes quand même, avec cette possibilité pour les productions qui étaient sur un système un peu plus paritaire, d'avoir
des impôts moins forts, enfin je résume un peu le truc. Nous, le problème qu'on a avec le CNC, c'est qu'on devrait pouvoir les influencer beaucoup sur, par exemple, tout ce qui est le financement du cinéma. Je veux dire, c'est vraiment l'organisme qui devrait nous aider. Et là, on est coincé par deux trucs. Un, ils ne jouent pas vraiment le jeu. Deux, nous, on n'a pas le mouvement qui nous aide assez. Et trois, comme ils sont fragilisés quand même, c'est assez difficile de les attaquer très fort, notamment dans tout ce qui est la presse. Par exemple, moi, j'adorerais faire des grands articles dans la presse pour expliquer à quel point ils ne nous servent pas. Comme dit, mais c'est très difficile en ce moment. Donc c'est vrai que on le redit tout le temps, mais c'est que par nos luttes et tout ça qu'on peut les faire bouger, parce que si on s'adresse directement à eux, ça ne fonctionne pas. Ils ont toujours des réticences. D'ailleurs, ils ne sont jamais intervenus très clairement sur aucune de nos questions de salaire, par exemple, qui sont un silence affolant, quoi. Mais ouais, Anita, ce que tu disais sur le fait que enfin, je suis d'accord avec toi, il ne faut jamais se satisfaire de la situation dans le monde dans lequel on est, de toute façon, voilà. Mais petite anecdote que je trouve intéressante aussi, parce qu'elle permet de sortir de cette vision que je dis pas que tu as, mais qu'on entend quand même assez souvent, d'opposition entre l'avancée voilà, des droits des femmes ou des minorités, et puis voilà, de la classe ouvrière dans son ensemble, du droit du travail. Juste pour raconter, même si je sais que c'est pas ta position, que là, du coup, la progression à la fois des mesures qui ont été mises en place contre les VHSS, qui a légitimé en fait aussi cette lutte-là, qui fait aussi que sur les plateaux, maintenant, tu as des référents et des référentes VHSS qui sont sur place et où les salariés viennent les voir pour leur faire remonter les problèmes. Ça a fait émerger à la surface un problème qui est celui des violences morales. Mais les violences morales, d'une certaine manière, c'est rien d'autre que ce qu'est le travail dans le monde dans lequel on est. C'est le chef-op, pardon pour les chefs-op, qui te hurle dessus, c'est ton chef de poste voilà, qui te défend pas et qui te parle mal, c'est enfin, toutes les humiliations, et enfin, c'est tes heures supplémentaires pas payées que le tir de prod te file pas, c'est 14 heures de travail et puis ensuite 2 heures de route. Enfin, c'est tous ces trucs-là qui sont en fait qui peuvent détruire les gens. Et comme en fait il y a tous ces acteurs et actrices qui sont emparés des questions des VHSS, maintenant ils sont sans cesse confrontés à cette question des violences morales, où quand les gens viennent les voir en leur disant bon ben moi j'ai pas vécu une violence sexiste mais on me hurle dessus toute la journée, j'ai de l'eczéma partout, et que ça remonte aussi au niveau du CNC, que ça remonte aussi au niveau des producteurs-productrices, ça nous permet à nous de nous appuyer sur ce qui a été gagné voilà, sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour dire, bah oui, mais il y a aussi cette question du droit du travail. Par exemple, les producteurs-productrices parlent beaucoup des films abîmés. Bon, même si on est d'accord que c'est les gens qui sont abîmés, pas les films abîmés. Et nous, on leur dit, d'accord, mais un film où les gens ont bossé de nuit pendant 3 mois, et ils ont pas eu leur majoration d'heures de nuit. Est-ce que c'est un film abîmé ou pas? Les gens qui en prépa ont bossé 4 mois, ont été payés 1 mois, est-ce que c'est un film abîmé ou pas? La personne qui s'est fait gueuler dessus pendant 3 mois et qui sort complètement traumatisée, c'est un film abîmé ou pas? Et là, ils sont bien gênés, ils ne savent plus quoi répondre, parce qu'ils ont parlé de film abîmé à gogo. Et du coup, un des résultats, alors on verra ce qu'on peut obtenir, j'en sais rien, c'est qu'il y a des négociations sur les violences morales qui vont s'ouvrir dans la convention collective là dans les mois à venir. Mais en fait, en vérité, ça touche à la question du droit, au cœur de la question du droit du travail. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura des acquis, parce qu'en fait, au cœur de ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et alors là, sur les augmentations des salaires dans les négociations, autant ils sont ouverts en effet, pour les VHSS, autant sur les salaires. C'est plus la même discussion, mais en tout cas, ça a permis, en rendant légitime le fait de prendre des dispositions contre les luttes contre les VHSS, en remettant au centre la question de se sentir bien au travail, d'être respecté, de remettre la dignité au cœur du travail, ça nous permet, nous, d'avancer aussi sur le droit du travail. Et aussi, les travailleurs voient que c'est possible d'obtenir des choses. Donc en fait, ça a été possible d'obtenir des choses dans la lutte contre les VHSS. Donc pourquoi pas sur le reste. Il faut vraiment faire un point d'appui pour la suite. Un petit témoignage comme ça au passage. À France Télévisions, on était la première entreprise à obtenir en France des gens qui sont référents harcèlement sexuel. Il s'est trouvé que c'était moi qui étais élu, mais quand on a posé la question, alors que c'était une époque beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui, hein, je ne sais plus quelle année c'était, de le référent soit aussi harcèlement moral,
La réponse a été immédiate et sans appel. Ça a été niette, ça n'arrivera jamais. Et depuis ce jour-là, depuis qu'on a obtenu les référements harcèlement sexuel, depuis ce jour-là, la même année, c'est là qu'a commencé la dégradation totale sur le harcèlement moral qui s'est amplifié de manière spectaculaire. C'est juste un fait. Quoi. Donc il faut être très vigilant là-dessus parce que c'est vrai que c'est une bataille hard. Oui, puis après sur ça quand même, juste pour dire que le harcèlement, les formations qui sont suivies, pour l'instant, il n'y a absolument pas la partie harcèlement moral qui est abordée. C'est quand même quelque chose de très différent et il faut pouvoir être formé également pour répondre à ça. Parce que... Nicolas, tu veux... Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je voulais apporter quelques éléments d'optimisme quand même. Bienvenue. Ouais, pour dire que bon, déjà notre organisation syndicale, le SPEC CGT, en 2 ans, elle a triplé son nombre d'adhérents. Donc dans le contexte actuel, c'est plutôt pas mal, avec un gros rajeunissement aussi de l'âge des adhérents et un vrai dynamisme, on va dire, de la part des professionnels. Il y a eu 2 vagues d'adhésion en fait dans la période des 2 dernières années. Il y a eu donc une première grève dans l'audiovisuel sur la question des salaires justement, qui a fait qu'un grand nombre de professionnels qui étaient très éloignés des syndicats ont compris un peu l'utilité, parce que voilà, d'un coup, quand on met plus de 80 tournages en grève dans la même journée, sur plusieurs semaines, etc., ça a un peu, rappelé à certaines parties de la profession que il y avait une utilité à se constituer dans l'organisation syndicale. Je veux bien. Non, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc il y avait cette partie sur donc, la grève dans la production audiovisuelle, et la deuxième vague de syndicalisation, ça a été au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, et des gens qui nous appelaient en disant, là, vu la proximité de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et du Rassemblement national, c'est le moment de s'engager dans une organisation syndicale, parce que ça peut être un des derniers bastions, en fait, pour organiser la lutte. Donc on voit que quand même il y a une prise de conscience de la part des professionnels sur les enjeux liés donc au salaire, à la lutte contre l'extrême droite, ça recoupe pas mal ce qu'on dit, et aussi d'une manière plus générale aux conditions de travail et à la façon dont on pense les métiers dans nos secteurs, et particulièrement dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, où il y a un gros travail à faire sur l'actualisation des conventions collectives pour mieux identifier les gens qui travaillent, les techniciens. C'est un enjeu de reconnaissance, mais c'est aussi un enjeu de capacité à faire valoir ses droits auprès des productions. Là, c'est vrai que comme ça a été dit, il y a une vraie difficulté, y compris, on parlait des origines populaires et antifascistes du Festival de Cannes, mais c'est aussi d'abord un festival de professionnels du cinéma. Et on a un peu tendance à voir que les professionnels du cinéma, et notamment les techniciens, ne sont pas forcément mis en avant dans le cadre du festival, et que même nous, en tant qu'organisation syndicale de techniciens, on a une vraie difficulté à faire venir des techniciennes et des techniciens au festival, parce qu'il y a un enjeu purement financier, de pouvoir se loger sur Cannes, prendre des billets, ne pas travailler sur cette période, et en plus dans un secteur comme le cinéma où il n'y a pas beaucoup de travail, en ce moment il n'y a pas autant de projets, notamment comme l'a dit Louise, du fait des incertitudes sur le financement du cinéma et d'un contexte, on va dire, inflationniste et géopolitique plus global. Voilà, les techniciens ne sont pas forcément au rendez-vous de ces événements-là. Il faut quand même qu'on fasse vivre le syndicat et qu'on visibilise la mobilisation des salariés dans ces moments-là. Et cette table ronde, je trouve, a permis de faire ça, et celle qu'on avait organisée la semaine dernière aussi. Il y a aussi quand même, il faut le mentionner, la mobilisation assez exemplaire des travailleurs et des travailleuses des festivals de cinéma pour justement, comme Louise l'a dit, aller au bout du processus qui a été entamé l'an dernier déjà lors du Festival de Cannes, pour qu'ils puissent intégrer en tout cas les fonctions qui prétendent le régime de l'intermittence. Donc là on a un rendez-vous demain avec le ministère de la Culture, et on va essayer de voir si on peut pousser une dernière fois ce sujet-là. Donc voilà, je voulais dire qu'en tout cas ça avance, et qu'il y a aussi de quoi se réjouir, parce que voilà, il y a un petit peu de progrès. Bravo. On libère la salle. Et je rappelle juste, je vois que Tanguy l'a pris sur le stand, qu'on a cette dernière publication de la fédération, c'est donc le groupe de travail lutte contre l'extrême droite et ses idées qui a planché sur ça, et c'est donc des articles qui viennent de tous nos syndicats. Et le groupe de travail
a besoin d'être renforcé. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. En fait, voilà. Et il y a un poster. Il y a un poster en plus avec une création graphique sympathique. Et il est disponible sur le stand si vous ne l'avez pas encore. Voilà. Et il y a le groupe Visa qui rassemble des syndicalistes de la CGT, de la FSU et d'autres syndicats aussi qui se regroupent pour combattre contre l'extrême droite. Et donc la FEDIR est membre de Visa ainsi que plusieurs syndicats. Merci à tout le monde de